Bienvenue sur Investissement Locatif TV, la chaîne des investisseurs immobiliers. Je suis très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle émission en compagnie de mon invité. On va parler des foncières de France, une émanation de l'UNPI, l'Union nationale des propriétaires immobiliers. Sont-ils des entrepreneurs de l'immobilier puisque leur spécificité c'est qu'ils ont un patrimoine important? On va le voir ensemble juste après cette courte vidéo. C'est parti. L'UNPI, c'est une fédération qui représente depuis donc plus de 100 ans tous les propriétaires de France. Si on prend le nombre d'adhérents qui sont ici, qui se déclarent ici, on est à peu près 250 000. Mais en fait, on est beaucoup plus. Si on voulait vraiment donner la représentativité exacte de l'UNPI, il faudrait tenir compte du nombre d'associés dans les SCI, du nombre de copropriétaires dans une copropriété, et cette fois-ci, on serait certainement près d'1 million. Le propriétaire est complètement différent du cliché que peuvent en avoir certains. Souvent, quand on parle d'un propriétaire, on dit pour être propriétaire, il a fallu qu'il attende longtemps, soit par héritage, soit pour avoir assez d'argent, donc il est vieux. Il y a 57% des Français qui sont propriétaires de leur résidence principale. Donc il n'y a pas 57% de vieux en France. Ensuite, dire qu'il faut attendre longtemps pour être propriétaire, qu'il faut attendre d'être vieux, c'est faux aussi, puisqu'on voit l'accession à la propriété, ça se fait en général entre 30 et 40 ans. Donc on voit aussi que ce sont des gens jeunes, des gens qui se lancent dans la propriété, qui ont envie d'être propriétaires, qui ont envie d'investir. L'UNPI, qui fédère toutes les chambres, les a toutes derrière elle, et il y en a une par département, donc on en a 120. Mais on peut dire qu'il y a une couverture territoriale totale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un secteur où des propriétaires ne peuvent pas contacter l'UNPI. L'UNPI est basé sur deux piliers. Un pilier de salariés et des bénévoles. Ces personnes-là, administrateurs, peuvent venir aussi donner des conseils à nos adhérents. Et puis, il y a des consultants extérieurs, des universitaires, des grands personnages qui peuvent, eux aussi, sans être administrateurs, sans faire partie de la structure, mais nous donner un peu de bénévolat pour des personnes qui ont des problèmes complexes. Et nos adhérents peuvent venir chercher des renseignements de haut de gamme. Et je vous retrouve en plateau avec mon invité. Bonjour Bruno Brosset, vous êtes secrétaire général des Foncières de France. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci Mickaël de me recevoir. Je voudrais qu'on parle de l'UNPI et plus précisément l'émanation à l'intérieur de l'UNPI que vous représentez en tant que secrétaire général, qui est les Foncières de France. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur l'UNPI de manière générale et puis sur les Foncières de France, qu'est-ce que c'est exactement? Alors Jean Perrin, qui a pris la parole, a bien expliqué ce qu'était l'UNPI. C'est une fédération qui défend la propriété immobilière, qui est représentée sur tout le territoire national par des chambres. Et à travers, si vous voulez, cette organisation, une association a été constituée durant la crise sanitaire autour des foncières immobilières. Alors les foncières, c'est en fait des structures qui accueillent et gèrent du patrimoine immobilier, qui généralement sont dimensionnés et qui s'intercalent entre eux, pour leurs dirigeants, un bailleur classique, un gros bailleur, on va dire, mais aussi un chef d'entreprise qui est en recherche permanente de développement, d'optimisation dans le sens de l'excellence pour arriver à ce que ce patrimoine lui permette de connaître un développement, mais aussi d'en vivre. Et donc à l'intérieur de l'UNPI, vous présidez donc les Foncières de France. Depuis quand en fait a été créé les Foncières de France et c'est pour qui ? Alors, les Foncières de France sont nées à l'occasion de la crise sanitaire puisque certains opérateurs avaient rencontré des difficultés dans le règlement de leurs échéances bancaires. Certaines activités, donc les locataires, qui étaient notamment les restaurateurs, les hôteliers, enfin tous ceux qui étaient interdits administrativement, n'arrivaient plus à régler leur loyer. Donc, ça avait des conséquences sur les échéances bancaires de ces foncières qui, à un moment donné, se sont retrouvées en difficulté. Mais le premier constat, c'était donc un constat d'urgence, c'était le fait de les aider parce qu'il y avait un décalage des échéances qui étaient faits, ils étaient en difficulté ? Tout à fait. Et donc, à ce moment-là, en fait, toutes ces foncières qui sont éclatées sur le territoire national avaient besoin de se regrouper, d'échanger. Donc, elles se sont regroupées de manière informelle et très rapidement ont compris qu'à travers l'UNPI, l'Union nationale des propriétaires immobiliers, il y avait possibilité, effectivement, de faire valoir leurs problématiques auprès, notamment, du gouvernement. Donc, une lettre ouverte a été faite à cette occasion et notre président
donc Christophe Desmersons, ce n'est plus Jean Perrin qui est passé tout à l'heure, le nouveau président est Monsieur Desmersons, a porté donc notre message pour essayer de trouver des solutions. Alors ça a été compliqué parce que pour tout vous dire, la seule solution qui pouvait exister, c'était des reports d'échéance, mais au-delà de 6 mois, ça s'est avéré réglementairement impossible à cause des contraintes européennes. On l'a compris, mais on a aussi compris que le gouvernement était vraiment à notre écoute et par l'intermédiaire de l'UNPI. Donc on a décidé de se regrouper de manière tout à fait formelle à travers une association qui cette fois-ci ne dépend pas d'une chambre, mais de la fédération au plan national, car toutes ces foncières ont un patrimoine qui est éclaté. Donc il était difficile pour elles d'adhérer à une chambre régionale. Elles sont maintenant au niveau national. Alors pour nos téléspectateurs et nos auditeurs comprennent, et je les remercie parce qu'ils sont de plus en plus nombreux à vous suivre, je vous invite d'ailleurs à cliquer sur le bouton rouge s'abonner, la petite cloche notification et à mettre en commentaire de cette vidéo si vous avez des questions. Quel est le profil type d'un adhérent dans les foncières de France? C'est un propriétaire investisseur, un propriétaire bailleur, mais on parle pour que les auditeurs et les téléspectateurs comprennent, on parle de quelle dimension? Écoutez, il y a évidemment un dimensionnement à avoir avec un niveau d'encaissement minimum à obtenir, parce que comprenez bien que pour arriver à vivre d'une activité de foncière, on ne peut pas, si vous voulez, être un propriétaire classique. On est forcément, si vous voulez, dimensionné. Un ordre de grandeur? Un ordre de grandeur à partir de quand? Parce que ceux qui vont nous regarder, qui ont peut-être pour certains des foncières, est-ce qu'il y a un ordre de grandeur à donner finalement pour que ce soit intéressant pour eux? Parce que finalement, vous allez représenter leurs problématiques et les défendre. Bon, allez, on va dire qu'à partir, au-dessous d'1 million d'euros d'encaissement, ce qui est beaucoup d'argent. Bien sûr. Mais c'est aussi, si vous voulez, une stratégie d'entreprise. Si vous voulez, toutes ces foncières considèrent que ces loyers, c'est du chiffre d'affaires. C'est là-dessus vraiment que je voudrais revenir. C'est je connais votre combat pour les défendre, qui est vraiment de dire ce sont des entrepreneurs de l'immobilier. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus là-dessus, sur leur véritable activité, leur quotidien, en quoi ce sont des entrepreneurs de l'immobilier, pour vraiment que les auditeurs et les téléspectateurs puissent comprendre que ce n'est pas quelqu'un assis dans sa chaise qui attend? Non, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la catégorie, si vous voulez, dirigeants de foncières, ce ne sont pas des rentiers, au sens qu'on peut entendre, si vous voulez, de manière non appropriée. Mais ça, c'est important qu'on en parle, bien sûr. Ce sont effectivement, à la base, des bailleurs qui aiment l'immobilier, oui. Mais ce sont aussi et surtout des entrepreneurs qui sont en perpétuel développement et qui, à ce titre, si vous voulez, ont une activité principale qui est la gestion de la foncière. Alors, dans le cadre d'un écosystème, généralement, c'est-à-dire qu'ils ont d'autres structures à côté, mais toujours au service de la foncière, qui peuvent être des activités de marchands de biens, d'opérateurs, de promotion, d'aménageurs foncières, j'en passe et des meilleurs, mais toujours au service de la foncière pour son développement. Votre combat, votre mission, c'est de les défendre, c'est qu'ils aient un statut spécifique et qu'ils aient une reconnaissance au travers de statut. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Si vous aviez une baguette magique, ce serait que ce soit quoi leur statut et quelle serait finalement leur reconnaissance ou leurs avantages, mais qui s'appliquent justement à cette spécificité? En fait, les dirigeants de ces foncières, qui sont des gens relativement discrets, aujourd'hui, ne sont pas reconnus. Et quand ils le sont, c'est à travers le terme de rentier qui, évidemment, les agace profondément, les vexe profondément. Parce qu'ils considèrent que ce sont des opérateurs économiques, ce sont des agents économiques qui font travailler énormément d'entreprises, que ce soit les intermédiaires qui permettent effectivement d'acquérir les produits, les agents immobiliers notamment, les administrateurs de biens, les notaires, les gens du bâtiment, oui, c'est tout un secteur économique. Oui, mais avec, si vous voulez, une récurrence importante, souvent supérieure à un propriétaire classique, car ils ne font que ça, mais surtout parce qu'ils sont dans une vision de l'excellence. C'est-à-dire que, vous voyez, quand on entend parler des marchands de sommeil, ça fait mal à ces gros investisseurs, parce que eux, au contraire, ils considèrent que le locataire est un client. Avec qui ils entretiennent des relations évidemment de grande proximité et à qui ils apportent un service. Et dans leur intérêt, ils livrent du patrimoine, qu'il soit d'habitation, qu'il soit commercial, de grande qualité. C'est à ce prix qu'ils arrivent à se développer, parce que la valorisation de leurs biens passe par cette exigence. Et votre combat, si vous pouviez les aider, et vous les aidez toute l'année, mais si vous aviez la possibilité de les aider en un coup de baguette magique, ce serait de changer quoi dans leur statut et qu'ils aient potentiellement quelle reconnaissance
en différence par rapport à un propriétaire, je dirais classique, ou un investisseur qui a fait un premier investissement locatif? Aujourd'hui, qu'on Parce existe... que celui-ci fait aussi travailler le bâtiment, mais à une échelle bien évidemment plus petite, sur un lot, 2 lots, 10 lots. Et là, bien évidemment, avec la taille d'entreprise qu'ils ont, ils font travailler beaucoup plus. Mais quelque part, ils sont juste le reflet, la multiplication d'un propriétaire-bailleur individuel qui lui aussi considérait potentiellement, pour en tout cas une immense majorité, c'est ceux qu'on représente sur cette chaîne, qui représentent le locataire en tant que client et qui veulent lui apporter de la valeur et du service. Qu'est-ce qu'on pourrait leur apporter en changeant leur statut? Alors déjà, on existe aujourd'hui puisqu'on est regroupé. Et on a un moyen d'expression à travers l'UNPI qu'on remercie. Bien sûr. Et nous, on voudrait, si vous voulez, à l'instar des loueurs meublés professionnels, que cette reconnaissance d'activité principale, qui est structurée d'ailleurs dans le cadre d'entreprise, soit reconnue pour avoir tous les avantages de l'entreprise, sans avoir les inconvénients ou trop d'inconvénients du bailleur, et notamment en termes de fiscalité. Quand vous êtes loueur meublé professionnel, par exemple, et sous certaines conditions, vous ne payez pas l'IFI. L'IFI qui est un impôt sur le capital qui est inconsidéré en matière d'entreprise et qui pourtant, dans le cadre d'une foncière qui est une véritable entreprise, est supporté indirectement par son dirigeant. À un moment donné, comprenez bien qu'on a un poids qui nous empêche de réinvestir. Il faut savoir que la majorité de ces foncières réinvestissent tout. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas dans une logique de prélèvement ou à la marge, puisque bien évidemment, le dirigeant a une rémunération, mais la rémunération se fait sur un salaire, sur un prélèvement, ne se fait pas sur des loyers en direct. Donc nous, notre souhait, ça serait de pouvoir bénéficier effectivement d'un statut, comme celui des loueurs meublés professionnels, pour avoir... peut-être pas une exonération, mais une évolution de cette IFI. Vous voyez, on est apolitique. Hein. Nous, notre but, c'est pas de porter un message politique, c'est d'arriver simplement à ce qu'il y ait une équité et qu'on comprenne que dans notre modèle, nous sommes des entreprises et qu'à ce titre, si vous voulez, on voudrait fonctionner, et notamment fiscalement, comme des entreprises. À ce jour, il le paye, l'IFI, bien évidemment, tant bien que mal, j'imagine, pour certains, c'est peut-être plus facile de le payer, pour d'autres, c'est peut-être effectivement confiscatoire. Vous jugez que pour ces entrepreneurs de l'immobilier, il y a un risque, au bout d'un moment, ça devienne confiscatoire et que quelque part, en fait, ce qu'ils donnent ici en taxe à l'IFI, ils ne le remettent pas dans du réinvestissement et donc que finalement, c'est pénalisant de manière générale pour la collectivité ou pour ce cycle économique parce qu'ils vont moins faire travailler les artisans, ils vont moins rénover? Oui, on peut. Est-ce que c'est confiscatoire au bout d'un moment pour ces propriétaires-là? Je vais vous dire, quand vous êtes un entrepreneur, quoi qu'il arrive, vous vous adaptez. Donc on a effectivement moins à réinvestir, mais ce qui reste à réinvestir, on fait en sorte, si vous voulez, de le consacrer à notre développement. Maintenant, comprenez bien que à ce rythme-là, et avec les contraintes que nous avons, ça devient de plus en plus élitiste. Et c'est là où ça ne va pas. Parce qu'aujourd'hui, un jeune qui voudrait se dire qu'il voudrait devenir dirigeant d'une foncière, vivre sur cette activité-là, ça serait très compliqué. Parce qu'il aurait certes les contraintes de l'entreprise, il aurait les contraintes aussi d'un bailleur classique. Donc c'est là où un statut idoine pourrait effectivement être intéressant dans l'intérêt général, pour aller encore plus loin. Chez investissementlocatif.com, on accompagne des investisseurs débutants, mais aussi expérimentés, qui ont des fois la compétence, mais pas forcément le temps à allouer. Effectivement, ils arrivent à développer rapidement leur patrimoine en partant de zéro, parce que dans un régime fiscal, par exemple, ou à l'MNP, la pression fiscale est beaucoup moins forte, parce que quand on investit en SCI, à l'IS, la pression fiscale avant la revente est beaucoup moins forte. Votre témoignage, il va inspirer énormément de propriétaires bailleurs, soit qui ont déjà commencé à investir, soit qui veulent investir, et c'est pour ça qu'ils regardent cette chaîne. Et je les remercie, qui sont aussi de plus en plus nombreux à nous écouter sur les podcasts, sur Apple Podcasts, et je vous invite vraiment à nous aider aussi à continuer cette émission et à mettre en commentaire et une note, parce que je sais qu'ils sont de plus en plus nombreux, on a vraiment un volume d'écoute qui est très important. Donc je vous remercie. Est-ce que vous pourriez, aujourd'hui, lors de cette émission, leur donner 2-3 conseils à quelqu'un qui aujourd'hui, un jeune ou un moins jeune, mais qui veut se lancer dans cette aventure, qui est une belle aventure de l'investissement locatif, pour bien démarrer, pour démarrer du bon pied, pour arriver, pour pas prendre effectivement les pieds dans le tapis et avoir des embûches dès le début? Est-ce que, Bruno, vous auriez 2-3 conseils à donner à un jeune qui veut démarrer et lui aussi, qui a ce rêve d'être à la tête un jour d'une foncière et qui veut lui aussi être un entrepreneur de l'immobilier? Alors d'abord, l'immobilier, faut l'aimer. C'est un secteur qui touche à l'affectif. Mais par contre, il ne faut pas en faire une passion.
Parce que sinon, si vous voulez, on devient rapidement collectionneur au lieu d'être investisseur. Oui. Donc, il faut garder raison. Donc, je dirais qu'il faut s'intéresser d'abord à l'immobilier, si on l'aime. Et en s'intéressant à l'immobilier, il faut avoir autour de soi beaucoup de flux d'informations. Ça peut être sur les réseaux sociaux, ça peut être auprès de professionnels comme vous qui pouvez évidemment les conseiller, les informer. Ça peut être, et ça doit être pour moi, avec des fédérations comme l'UNPI, qui informent énormément, qui organisent des événements pour culturer effectivement les investisseurs. Et fort de ça, vous avez effectivement un atout supérieur, c'est que vous pouvez arriver à mieux comprendre l'environnement. Ça, c'est la première condition. Deuxième condition pour moi, c'est d'être bien entouré. Et un des premiers intervenants partenaires qui est déterminant, c'est l'apporteur d'affaires. Le professionnel, à nouveau, des structures comme les vôtres, où vous êtes en amont des bonnes opérations. Vous me disiez tout à l'heure, vous faites du sourcing, vous cherchez toute l'année. Pour trouver les bonnes affaires. Pour trouver les bonnes affaires. C'est des gens comme vous qu'il faut aller voir. On gagne du temps, parce que l'investisseur qui débute, il a un métier à côté. Et il ne peut pas consacrer trop de temps à la recherche de biens. Donc, en allant voir des gens comme vous, et il y en a d'autres, il n'y a pas que vous, mais il y a des spécialistes, il y a effectivement cette possibilité de gagner du temps et de tomber sur les bonnes affaires. Troisièmement, je pourrais aller loin, mais on va se limiter peut-être à 3, c'est d'avoir un bon partenaire financier, parce que aujourd'hui, sans le financement, on ne fait rien. Oui. Et là, aujourd'hui, c'est compliqué quand on débute. Il faut arriver à gagner la confiance de son banquier. Et pour ça, c'est dans la durée. L'immobilier, en fait, et d'une manière générale, c'est dans la durée. On s'inscrit, contrairement à une start-up, si vous voulez, sur du très long terme. Donc, il faut avoir beaucoup de constance. Mais cette constance ne peut se faire que si on a un partenaire financier qui nous accompagne. Et ce partenaire financier, qu'est-ce qu'il va voir en vous ? C'est votre culture, savoir si vous êtes vraiment un sachant. Et deuxièmement, votre capacité à respecter vos engagements. Donc, il va vous juger au fil du temps sur votre capacité, malgré les conjonctures, la crise sanitaire, les impayés, j'en passe et des meilleurs, à régler vos échéances. Et pour arriver à ça, il faut être un très bon gestionnaire. Il faut vérifier au moins 3 choses. Le taux d'impayé, qui doit tendre vers 0. Le taux d'occupation, qui doit être maximum. Et bien évidemment le taux d'endettement. Donc après, chacun l'adapte en fonction de son patrimoine, de ses capacités, de sa trésorerie, etc. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut une véritable stratégie. On n'arrive pas devant son banquier sans stratégie et sans planification d'investissement. Si on veut grossir, si un jour on veut se constituer en foncière, il faut organiser dans le temps, chaque année par exemple, son niveau d'investissement, ou tous les 5 ans, en fonction de son rythme, de son temps et de ses envies. C'est une mine d'informations, Bruno, que vous nous donnez aujourd'hui. Bruno Brosset, secrétaire général des Foncières de France, était chez Investissement Locatif TV aujourd'hui. Je suis persuadé que ça vous aura vraiment aidé parce que c'est une mine d'informations. Pour aller plus loin sur le sujet, je vous invite à cliquer sur le lien ci-dessous pour télécharger nos conseils pour bien débuter dans l'investissement locatif. Et je l'espère et je vous le souhaite, pouvoir vous constituer une foncière. Je vous invite à cliquer sur le bouton rouge s'abonner, la petite cloche notification si vous nous regardez sur YouTube pour être au courant et informé en temps réel des futures émissions. Et si vous nous écoutez en audio sur les podcasts, Apple Podcasts et toutes les autres plateformes, je vous remercie également de vous abonner pour être au courant des prochaines diffusions. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission pour réussir vos investissements immobiliers rentables. Au revoir.